Un juge raciste ouvre le feu sur un homme noir âgé, puis est stupéfait lorsqu'il riposte. Le coup de feu fendit l'air matinal comme un éclair, se répercutant sur les murs de pierre du palais de justice de Langmore. Sur le trottoir, les gens se baissaient et hurlaient. Une volée de pigeons s'envola dans le ciel, et en haut des marches, Elijah Kane tituba en arrière, se tenant l'épaule tandis qu'une fleur sombre s'étalait sur sa chemise de travail grise. L'espace d'une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Le dossier de papier qu'il serrait dans sa main gauche, plus de 70 signatures de commerçants locaux, voleta dans l'air comme des feuilles prises dans une tempête. Ils se tordirent et dansèrent le long des marches, inaperçus de la plupart. Mais pas d'Elijah. Alors même que la douleur le traversait comme un incendie, il tendit la main pour les attraper. Ses genoux fléchirent, mais il se rattrapa au bord de la rampe de pierre. En face de lui, le juge Royce Calder se tenait immobile, le bras toujours tendu, le canon fumant de son revolver pointé là où Elijah se tenait quelques secondes plus tôt. Son visage était froid, ses lèvres pincées, son regard vide. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était même pas de la colère. C'était du calcul, comme un homme qui évalue les conséquences d'une décision déjà prise. Appelez quelqu'un. Il lui a tiré dessus. C'est le juge. Le juge a tiré sur cet homme. Les cris des passants emplissaient l'air, mais Royce ne broncha pas. Son long pardessus noir flottait doucement dans la brise, une main glissant maintenant le revolver dans sa poche intérieure comme si de rien n'était. Il tourna lentement la tête, scrutant la foule, défiant quelqu'un d'avancer. Mais Elijah Kane ne resta pas à terre. Serrant les dents, il se redressa, le sang coulant entre ses doigts. Son regard, perçant et provocateur, se fixa sur celui de Royce. La douleur était réelle, brûlante et pulsatile, mais son esprit restait lucide. Il avait déjà vécu pire. Il avait déjà saigné, pour des causes moins graves. « Reste couché, mon vieux », dit Royce d'une voix basse et maîtrisée, bien que le coin de sa bouche se contractât, trahissant la fissure sous-jacente. « Tu ne veux pas aggraver les choses. » Elijah se tenait droit, les épaules carrées malgré la blessure. Le monde autour de lui était flou, mais Royce Calder restait parfaitement net. Derrière le juge, le palais de justice se dressait tel un monument érigé en hommage à des années de mensonges enfouis et de cruauté silencieuse. Elijah avait cru autrefois que franchir ses portes avec la vérité en main suffirait. Mais maintenant, le sang coulant sur son bras, il réalisait quelque chose de plus profond. La vérité n'avait d'importance que si quelqu'un osait la dire au mépris du pouvoir. « Tu aurais dû lire ce que tu as signé il y a 20 ans, dit Elijah. La foule se tut. Même le vent sembla s'arrêter. De sa main indemne, Elijah sortit un papier plié de la poche de son manteau. Les bords jaunis, mais l'encre vive. Il n'était pas neuf. Il attendait ce moment. Royce cligna des yeux, son sang-froid vacillant pour la première fois. « De quoi? De quoi parlez-vous » Elijah s'avança lentement. Chaque centimètre lui faisait mal, mais il s'en fichait. « Tu ne te souviens pas » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. « Il y avait le nom de ton père dessus. Le tien aussi, avant même que tu ne portes cette robe. » 2 adjoints firent irruption dans le palais de justice, armes au poing. Mais lorsqu'ils virent qui avait été touché, leurs expressions passèrent de l'alarme à la confusion. Puis ils se tournèrent vers Royce. « Le juge Calder ?» demanda l'un d'eux, incertain. « Il est armé !» cria quelqu'un dans la foule. « Il a tiré sur cet homme !» Royce leva les mains à moitié, un léger sourire narquois revenant sur ses lèvres. « Cet homme menaçait la sécurité du palais de justice, dit-il d'un ton neutre. Je n'avais pas le choix. » Les adjoints hésitèrent. Elijah laissa tomber le papier plié de ses doigts. Il atterrit aux pieds de Royce. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il. « Votre père a accordé à ma famille un droit de propriété à vie sur cette terre. Il l'a signé lui-même. Tout y est. Et maintenant, vous voulez y construire une autoroute. Ce document est obsolète, dit rapidement Royce. Il n'est pas valable. » Le plus jeune des 2 adjoints s'agenouilla et ramassa le papier. Il parcourut la signature au bas,
puis se tourna vers Elijah. « Monsieur, dit-il d'une voix plus douce, vous allez bien? Nous appelons une équipe médicale. » Royce se raidit. « Adjoint, je suis votre officier de justice en chef. Je vous ordonne de... » Le plus âgé des adjoints se plaça devant lui. « Juge ou pas, vous venez de tirer sur un homme non armé en plein jour. » C'était justifié. Gardez ça pour les enquêteurs. Les adjoints s'approchèrent prudemment de Royce, comme s'il allait dégainer à nouveau. Mais il ne le fit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Elijah, la confusion et la colère tourbillonnant derrière eux. Elijah s'assit lentement sur la dernière marche, le dos appuyé contre la pierre froide. Sa respiration était courte, mais régulière. La douleur commençait à s'intensifier et l'adrénaline se dissipait. Un homme dans la foule, un jeune journaliste d'une vingtaine d'années, s'accroupit à côté de lui. « Monsieur, qui êtes-vous » demanda-t-il, essoufflé. « Pourquoi vous a-t-il tiré dessus? Que se passe-t-il » Elijah ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La réponse était déjà dans le sang sur sa chemise, le document dans la main de l'adjoint et l'air stupéfait du juge. Des sirènes hurlaient au loin. De vrai. Ambulance et police d'État, pas seulement la sécurité du tribunal. L'incident avait déjà commencé à se propager. Quelqu'un avait immortalisé l'instant avec son téléphone, et d'autres mettaient en ligne des images avant même l'arrivée de la police. Dans le royaume soigneusement gardé de Royce Calder, une fracture s'était ouverte, une fracture à laquelle il ne s'attendait pas. Parce qu'il avait voulu faire taire un homme d'une balle, et au lieu de cela, il avait révélé la vérité. Et à cet instant, alors que deux adjoints prenaient le bras du juge et le ramenaient en haut des marches du palais de justice d'où il siégeait, la foule s'écarta. Des murmures emplissaient l'air. Quelqu'un qualifia Elijah de héros. Un autre dit que le juge avait finalement perdu la tête. Mais la plupart des gens se contentèrent d'observer, stupéfaits. Elijah pencha la tête en arrière et leva les yeux au ciel. Le soleil brillait toujours. Le palais de justice était toujours debout. Mais quelque chose avait changé. Il avait tenu bon. Et la ville l'avait vu. Deux ambulanciers s'approchèrent avec une civière, et l'un des adjoints s'agenouilla à nouveau à côté de lui. « Monsieur, vous allez bien » Elijah ne répondit pas cette fois. Il hocha simplement la tête. Il avait fait ce qu'il était venu faire. Et tandis que la foule se rapprochait derrière lui, il comprit que ce n'était pas la fin. Ce n'était que la première fissure dans le monde parfait du juge. « Monsieur, vous allez bien » Une fissure silencieuse apparut dans le monde parfait du juge. La piqûre aseptique de l'air de l'hôpital frappa les narines d'Elijah lorsqu'il ouvrit les yeux sur les murs bleus pâles et le bip étouffé d'un moniteur cardiaque. Son épaule gauche lancinait à chaque respiration, sourde et lourde, étroitement enveloppée de plusieurs couches de gaz. Devant sa chambre, le léger pas des infirmières et le bourdonnement discret des conversations lui indiquaient que le monde ne s'était pas arrêté, même après qu'un juge eût tenté de le tuer en plein jour. Un bandage frais s'étendait de sa clavicule à son biceps, et en dessous, la peau était à vif et gonflée, noircie par les ecchymoses. La balle n'avait pas brisé d'os, mais déchiré un muscle. Le médecin avait qualifié l'incident de « coup de chance ». Elijah ne se sentait pas chanceux, pas au sens où la plupart des gens l'entendaient. Il resta immobile un moment, les yeux fixés au plafond, l'esprit perdu, non pas à la douleur, mais au papier qu'il avait apporté avec lui au tribunal. Le titre de propriété. C'était sa dernière carte, celle qu'il avait espéré ne jamais utiliser, à moins d'avoir le choix. Royce avait forcé ce moment, et maintenant, tout avait changé. Des pas se rapprochaient. La porte s'ouvrit avec un léger clic. « Vous êtes réveillé ?» dit une jeune infirmière, en posant un plateau de pilules sur la table de chevet. « Votre état est stable maintenant. Les médecins disent que vous pourrez bientôt rentrer chez vous, dans quelques jours. Peut-être. » Elijah hocha la tête, lentement et silencieusement. Sa voix semblait inaudible depuis des heures.
Il attrapa le dossier sur la table de nuit, celui qu'un ambulancier avait récupéré sur les marches du tribunal. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété, toujours intact, bien qu'un coin fût maintenant légèrement taché de sang. Il déplia le papier et fixa la signature. Le père de Royce. Feu le juge Thomas Calder. Des traits de plume audacieux datés de plus de 20 ans accordaient à Elijah Kane l'occupation à vie et la protection juridique de Kane & Sons Repair aussi longtemps que la structure resterait intacte et exploitée par la lignée. Les lèvres d'Elijah se pincèrent. Il lui avait fallu des mois pour le retrouver, sur un tuyau discret d'un ancien greffier de tribunal, retraité et rongé par la culpabilité. Il avait fouillé dans de vieilles archives dans un entrepôt municipal poussiéreux à la périphérie de la ville. Il était parti seul, sans rien dire, sans même en parler à Marcus, son petit-fils. Elijah savait qu'il valait mieux ne pas nourrir d'espoir sans preuve. Trop souvé, et pourtant il ne s'attendait pas à ce que Royce craque. Un coup frappé le tira de ses pensées. Elijah ? La voix était familière, grave et claire. La porte s'ouvrit plus largement. Jordan Weeks entra, vêtu d'un costume sombre, la poussière encore accrochée au revers de son pantalon. Ce n'était pas un homme d'éclat, juste de la détermination, et sa présence emplissait la pièce d'un poids différent. « On dirait que tu as traversé une guerre, » dit Jordan en tirant une chaise. Elijah esquissa un léger sourire. « Pas loin. » Jordan se pencha en avant, les mains jointes. « J'ai vu les images, sous plusieurs angles. C'est partout. Le juge a tiré sur un homme non armé qui n'a même pas élevé la voix. Et ce papier, on dit que c'est le clou du cercueil. »« C'est bien ce que je pensais, » dit Elijah d'une voix basse. « Mais tu connais Royce. Il ne respecte les règles que s'il les écrit. »« Il a déjà porté plainte pour légitime défense, » dit Jordan en secouant la tête. « Il prétend que vous l'avez menacé, que vous avez pris une arme. Une caméra de sécurité vous disculpe, mais il insiste. Il utilise les vieilles tactiques, retarder, distraire, discréditer. » Elijah regarda par la fenêtre. L'hôpital surplombait la place de la ville, et de cette hauteur il pouvait apercevoir le palais de justice au loin. Silencieux maintenant, immobile, mais pas oublié. « Je ne me bats pas seulement contre lui, » murmura Elijah. « Je me bats contre tout ce qu'il a construit, chaque personne à qui il a rendu service, chaque homme qui lui doit le silence. » Jordan hocha la tête. « C'est pour ça que je suis là. » Ils restèrent assis en silence un moment. Dehors, un klaxon retentit faiblement. « J'ai déjà parlé à quelques personnes à Langmore, » poursuivit Jordan. « Certaines veulent se manifester, discrètement pour l'instant. Mais elles sont prêtes. » Elijah le regarda, la curiosité éveillée. « Des gens d'où ? » ? « Le comité d'urbanisme, les agents immobiliers, quelques adjoints. » Royce n'agissait pas seul, Elijah. Ce projet d'autoroute est plus vaste qu'on ne le pensait. Une société écran était prête à acheter le terrain après la démolition. Et le propriétaire de l'entreprise ? Le cousin de Royce ? Même nom de famille ? Autre ville ? Un battement de cœur fulgurant parcourut la poitrine d'Elijah, non pas de douleur, mais de clarté. « Alors, ce n'était pas seulement à cause de moi, » dit-il. « Non, tu étais sur le chemin, » dit Jordan. « Mais maintenant, tu es l'ouverture. » Elijah ferma les yeux. Pendant des années, il avait réparé des machines, des moteurs, des câbles. Mais il avait toujours cru que le vrai problème à Langmore, c'était l'électricité, rouillée, corrodée, enfouie sous des poignées de main polies et des promesses creuses. Maintenant, pour la première fois, il avait un moyen de pression. « Tu es prêt à officialiser ça ?» demanda Jordan. Elijah rouvrit les yeux et croisa le regard de son vieil ami. « Il nous faudra plus que des avocats. Vous les avez, et vous m'avez. » Jordan se leva. Sa mâchoire était crispée, mais son regard était calme. Il avait déjà mené des batailles, violation des droits civiques, conseil d'administration corrompu, maire véreux,
mais celle-ci lui était personnelle. Langmore était la ville où il avait grandi. Il connaissait l'odeur de son sol et l'ombre de son palais de justice. Et maintenant, il savait qui était enfin prêt à se battre. Ce soir-là, Langmore bourdonnait plus fort que jamais. Des cars de reportage bordèrent la place de la ville. Des journalistes criaient des questions en direction des marches du palais de justice. Des manifestants défilaient avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La vérité n'est pas une menace » et « Justice pour Kane ». Les rues calmes de la ville s'étaient transformées en une tempête de voix. Le shérif Martin Briggs, un homme au cou épais et fidèle à Royce depuis des décennies, tenait une conférence de presse, les mains visiblement tremblantes. Il fit de vagues déclarations sur « une enquête en cours », mais personne ne le crut. La pression monta. Elijah observait tout depuis son lit d'hôpital. Il n'était pas orateur. Les caméras ne l'intéressèrent pas. Mais il savait que la suite ne le concernait plus. Elle concernait tous les hommes mis à l'écart, écartés ou effacés. Pourtant, même avec le soutien de Jordan, la route n'était pas facile. Des rumeurs se répandaient en ville. Les hommes qui achetaient autrefois du café dans sa boutique évitaient désormais tout contact visuel. Quelques commerces retiraient leur soutien, craignant un retour de bâton politique. D'autres craignaient la chute de Royce. Qui serait le prochain? Elijah comprenait cette peur, car s'il pouvait abattre un homme comme lui sur les marches d'un tribunal et appeler cela justice, alors le silence était devenu un outil de survie. Mais le silence n'était plus une option. Au 3e jour de sa convalescence, Elijah fut autorisé à marcher. Une douleur lui brûlait l'épaule à chaque pas, mais il l'accueillit avec joie. Cela lui rappelait qu'il était toujours là, toujours debout. Il se dirigea lentement vers la fenêtre, regardant la foule massée en face du palais de justice. Un adolescent tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Loi Kane ». Il ignorait ce que cela signifiait, mais quelque chose le touchait. Il attrapa son manteau, ouvrit la poche intérieure et en sortit l'acte. Ses doigts tracèrent la signature. Thomas Calder. Il fut un temps où Elijah avait respecté cet homme. Des années auparavant, lorsqu'il s'était serré la main devant l'atelier de réparation. Un accord conclu en privé, basé sur l'honneur. Mais Royce avait fait de cette promesse une arme. Et maintenant, Elijah allait en faire un bouclier. Il se retourna tandis que Jordan revenait dans la pièce, un dossier juridique à la main. « Briggs a tout simplement cédé, » dit Jordan. « Royce a été officiellement inculpé de voies de fait graves. Mais ce n'est que le début. Nous nous en prenons à tout le réseau. » Elijah hocha la tête, repliant lentement l'acte et le rangeant. « Plus besoin d'attendre, » dit-il. Jordan sourit. « Alors commençons. » Ils se serrèrent la main, non seulement en amis, mais comme des hommes prêts à démolir un système conçu pour les tenir à l'écart. L'épaule d'Elijah lui faisait encore mal, et la ville était toujours divisée. Mais maintenant, il ne se battait pas seulement pour survivre. Il se battait pour révéler tout ce qui se cachait derrière le trône de Royce, et cette fois, le juge n'avait plus de banc derrière lequel se cacher. Le chasseur était devenu la proie, et Royce, pour la première fois depuis des décennies, n'avait plus de banc derrière lequel se cacher. Le marteau s'abattit sur le banc, sec et définitif, résonnant dans la salle d'audience bondée comme un coup de tonnerre. Le juge Evrard Mahler, venu du centre du comté de Briarfield, observait la salle bondée, le front plissé. « Le tribunal est en audience », dit-il d'une voix basse mais autoritaire. Tous les sièges étaient occupés. Des journalistes étaient alignés le long du mur du fond, carnets ouverts, micros pointés comme des armes. Un groupe d'hommes de Langmore, des petits commerçants, des enseignants, et même un pasteur à la retraite, se tenaient côte à côte dans la galerie, non pas par obligation, mais parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé et qu'ils en avaient assez du silence. À la table des accusés, Royce Calder était assis, raide, dans un costume bleu marine, une cravate trop serrée au col. Son calme habituel avait été remplacé par quelque chose de plus difficile à masquer, l'inconfort.
Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, les mains agrippées au bord de la table. Pas de marteau, pas de robe, pas de pouvoir, juste un accusé. Et de l'autre côté de la salle d'audience était assis Elijah Kane. Son bras portait encore la douleur fraîche du coup de feu, mais il ne broncha pas. Assis à côté de lui, Jordan Vix, calme et posé, feuilletait un épais dossier de pièces à conviction. Elijah portait un manteau sombre par-dessus sa chemise, le regard droit devant lui, la posture droite. Aucune colère sur son visage, juste la vérité et le poids de ce qu'il s'apprêtait à révéler. « L'accusation peut commencer, » dit le juge Mahler en désignant Jordan. Jordan se leva lentement, ajusta ses lunettes et s'avança vers l'avant de la salle. « Votre honneur, il ne s'agit pas seulement d'une agression illégale. C'est un cas d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, de droit lui-même. Le juge Royce Calder n'a pas tiré par peur. Il a tiré pour protéger quelque chose qu'il croyait ne jamais voir révélé. » Il marqua une pause, puis se tourna vers Royce. « Mais nous y voilà. » Le premier geste de Jordan était délibéré. Il brandit une enveloppe en papier craft. À l'intérieur, des documents provenant de la commission d'urbanisme de Langmore. Courriels, contrats, lettres. Chacune était tamponnée, signée, tracée. Il les présenta au commis, puis retourna à la galerie. « Il y a 3 semaines, » poursuivit Jordan, « nous avons suivi une série de paiements, des dons déguisés versés à une association à but non lucratif appelée Fairbound Solutions. Sur le papier, ils financent le développement d'infrastructures. En pratique, ils servent de couverture à des transferts de terres au profit des proches du juge Calder. » Mais des exclamations de surprise parcoururent la foule. L'entreprise d'Elijah Kane a été visée non pas parce qu'elle bloquait une route, dit Jordan en s'approchant du jury, mais parce qu'elle se trouvait sur un terrain dont la propriété était protégée par un acte juridiquement contraignant. Un acte que le juge Calder cherchait à enfouir sous le ciment. L'avocat de Royce, un homme chauve aux traits anguleux nommé Conrad Elway, se leva vivement. Objection, spéculation. Nous n'avons pas encore déterminé si ce prétendu acte est toujours valable au regard de l'ordonnance de Langmore. Rejeté, dit Mahler sans hésiter. Vous aurez votre tour, maître. Asseyez-vous. Elway s'exécuta. Jordan retourna à sa table et ouvrit un deuxième dossier. J'aimerais appeler notre premier témoin, M. William Nash. Par les portes latérales entra un homme grand, légèrement voûté, la soixantaine avancée, vêtu d'un costume beige qui avait visiblement connu des jours meilleurs. William Nash avait été greffier de la ville de Langmore. Il avait déménagé hors de l'État 2 ans auparavant, discrètement, après une démission soudaine. Il prêta serment et s'assit, le regard passant de Royce à Elijah, visiblement secoué. « On m'a demandé de modifier plusieurs documents, » admit Nash d'une voix basse mais assurée. « Surtout des actes, des documents de zonage. Les antidateurs. En supprimer complètement d'autres. »« Qui vous a demandé ?» insista Jordan. « Le juge Calder, » répondit Nash, par l'intermédiaire de son assistant. « Mais je savais à qui c'était destiné. Je savais ce qu'il voulait. »« Et avez-vous modifié l'acte de Kane ?» Nash hocha la tête. « Non, j'ai refusé. C'est pour ça que je suis parti. » Elijah resta immobile. Il le savait, mais l'entendre à voix haute réveilla quelque chose de plus profond. Un chagrin, peut-être, d'avoir été si longtemps berné. Durant l'heure qui suivit, Jordan avança méthodiquement. Des courriels indiquaient des paiements. Un registre reliait la société Écran au cousin de Royce, Clay Calder. Le procès-verbal du conseil municipal prouva qu'aucun vote formel n'avait jamais eu lieu pour approuver le projet d'autoroute. Tout avait été déplacé par des portes dérobées, derrière des rideaux fermés. Puis Jordan apporta les images. Les lumières de la salle d'audience s'éteignirent. Sur l'écran, de l'autre côté de Walnut Street, des images granuleuses de caméras de sécurité passèrent, silencieuses, indéniables. On y voyait Royce monter les marches du palais de justice. On voyait Elijah marcher, un dossier à la main. On voyait Royce reculer le bras, viser et tirer. Le silence dans la salle d'audience fut total.
Que le procès-verbal contienne, dit Jordan dans le silence, que l'accusé a agi sans provocation. Elway s'empressa de répondre. À son tour, il prétendit que Royce avait été sous pression, que les images ne rendaient pas le ton ou le langage corporel qui avait amené Royce à se sentir en danger. Mais personne ne semblait convaincu. Le mal était fait. Puis vint le coup de grâce. Jordan se leva de nouveau. On appelle l'adjoint Amos Reed. Un émoi parcourut la salle d'audience. Tout le monde connaissait Amos. Il était dans la police de Langmore depuis 15 ans, toujours discret, toujours considéré comme l'homme de Royce. Mais ce jour-là, il marchait d'un pas lourd, son badge scintillant sous les lumières de la salle. Il regarda Elijah, puis Royce, puis entra dans le box des témoins. « Que vous a demandé le juge Calder ?» demanda Jordan. Amos se déplaça. « Il m'a dit d'aller chez Kane et Fils. Il voulait que je saisisse tous les documents relatifs aux revendications territoriales. Il a dit que c'était une question de sécurité publique. »« L'avez-vous fait ?»« Non, » répondit Amos d'un ton neutre. « J'ai lu les papiers, j'ai vu le scellé. Je lui ai dit qu'il était légitime et que je ne pouvais pas le prendre sans mandat. Et qu'a-t-il dit? Il m'a dit que je faisais une erreur, que je risquais ma retraite, que si je ne suivais pas les ordres, je ne serais plus shérif adjoint très longtemps. » Amos se tourna vers le banc. « Je ne voulais pas perdre mon emploi, mais je n'allais pas prendre à un homme qui a bâti cette ville de ses propres mains. » Jordan posa les mains sur le bord de la table. « Merci, adjoint. » C'était la dernière fissure que Royce ne pouvait pas réparer. Son masque, déjà glissant, tomba complètement. Ses épaules s'affaissèrent, ses lèvres se pincèrent, et il baissa les yeux. Il n'était plus l'homme au-dessus des lois. La salle d'audience était silencieuse lorsqu'Elijah se leva de son siège. Il s'avança, pas pour le spectacle, pas pour faire du théâtre, mais parce que le juge avait autorisé une victime à s'exprimer avant le jugement. Elijah se tourna vers la galerie, vers le jury, vers les rangées de caméras et de lumières clignotantes. « Je ne me suis pas battu pour détruire un homme, » dit Elijah d'une voix calme et lente. « Je me suis battu pour arrêter une machine qui écrase cette ville depuis trop longtemps. Les hommes comme moi, on ne nous entend pas. On nous ignore, on nous efface. Mais pas aujourd'hui. » Il marqua une pause, laissa les mots flotter. « Vous avez tous vu ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait. Alors demandez-vous, si ça n'avait pas été moi, qui aurait été le prochain ?» Puis il recula et retourna à son siège. Le juge Mahler prit son temps. Il jeta un coup d'œil aux documents, à Royce, à Elijah. « Dans l'affaire du juge Royce Calder, dit-il fermement, ce tribunal estime qu'il y a matière à un procès pénal. L'accusé sera placé en détention provisoire dans un centre fédéral en attendant la fin de la procédure. » Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration, juste un souffle. Enfin, libéré par une ville qu'il avait retenue trop longtemps. Deux agents fédéraux s'approchèrent de la table de Royce. Ils lui menottèrent les mains et le relevèrent. Royce n'opposa aucune résistance. Mais en passant devant Elijah, leurs regards se croisèrent. Royce cherchait la colère, le triomphe, la jubilation. Mais Elijah ne lui en donna aucune. Au lieu de cela, Elijah lui offrit pire. Le silence. L'écho d'un marteau frappant le métal résonna dans l'air chaud de l'été, aigu et familier. Dans le petit garage de Kane & Sons Repair, l'odeur de graisse de moteur se mêlait à la vieille sciure et au soleil qui filtrait à travers les vitres poussiéreuses. Elijah Kane se tenait à l'établi du fond, les manches retroussées, une clé à molette à la main, l'air calme et concentré. Son épaule lui faisait mal certains matins, mais ce jour-là, cela ne le ralentissait guère. Il avançait avec le rythme régulier d'un homme revenu à quelque chose de plus réel que les caméras, les salles d'audience ou la foule. 3 mois s'étaient écoulés depuis le verdict du tribunal de Briarfield. Langmore, autrefois une ville d'alliance chuchotée et d'autorité incontestée,
vibrait désormais d'une énergie différente, qui ne cédait plus à la peur. Le changement n'était pas arrivé par vagues, mais par étapes, l'une après l'autre. Et pour Elijah, tout commença par le retour au garage, aux boulons, aux engrenages et aux cadres rouillés, le travail qu'il maîtrisait le mieux. Devant la maison, son petit-fils Marcus guida un journaliste loin de la porte principale. Une fois de plus. « Pas d'interviews aujourd'hui » dit Marcus, poli mais ferme. Il avait 23 ans, une carrure imposante et apprenait le métier rapidement. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il ne parle pas à la presse. Le journaliste, un petit homme avec trop de gel dans les cheveux, parut déçu. « Mais juste quelques citations, officieusement ? Les gens veulent l'entendre. C'est un symbole ?» Marcus pencha la tête. « C'est mon grand-père. Et il est occupé à réparer un carburateur. » L'homme soupira, griffonna quelque chose dans son carnet et s'éloigna. Marcus entra dans le garage en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Ils n'arrêtent pas de revenir. »« Ignore-les, » dit Elijah sans lever les yeux. « Ils trouveront bien une autre histoire bien assez tôt. » Marcus s'appuya contre le mur et croisa les bras. « Tu es sûr de ne pas vouloir parler ? Ils ont encore proposé un contrat d'édition. Une grosse somme d'argent cette fois. » Elijah rit sous cape. « Je n'ai rien fait de tout ça pour qu'on écrive sur moi. Tu pourrais te présenter à la mairie ou au conseil municipal. Même Jordan a dit que les gens voteraient. »« Je suis venu ici pour réparer des machines, » dit Elijah en levant enfin les yeux. « Pas pour en devenir une. » Marcus hocha la tête, compréhensif. Pourtant, les gens écoutent maintenant. Dehors, la ville avait commencé à changer, physiquement et spirituellement. Le projet d'autoroute était suspendu indéfiniment, les drapeaux de chantiers orange poussiéreux ayant disparu depuis longtemps de la périphérie de la ville. Le comité chargé de superviser la construction avait été dissous et une enquête fédérale avait été ouverte sur tous les contrats signés par Royce Calder au cours de la dernière décennie. Même le palais de justice avait changé. Une fresque murale, peinte par des lycéens du quartier, couvrait désormais le mur donnant sur Walnut Street. Elle représentait Elijah debout sur les marches du palais de justice, la main levée, non pas par colère, mais tenant une feuille de papier pliée bien haut pour résister au vent. Derrière lui, les silhouettes d'entreprises, de familles et d'histoires se déployaient comme des ondulations sur l'eau. Pas de plaque, pas de signature, juste de l'art né de la vérité. Le shérif Martin Briggs annonça sa retraite anticipée 1 mois après le procès. Son communiqué de presse fut bref, vague et sans excuse. L'adjoint Amos Reed, autrefois considéré comme trop discret pour diriger, fut promu et investi comme shérif par intérim. Lors de sa première allocution publique, Amos s'engagea à la transparence, à la responsabilité et à des réunions municipales hebdomadaires ouvertes à tous les citoyens. « J'ai servi dans l'ombre pendant trop longtemps », avait déclaré Amos à la tribune. « Plus maintenant. » De retour à l'atelier, Marcus fit venir une tondeuse à gazon poussiéreuse du jardin d'un voisin. « Monsieur Dawson dit qu'elle ne démarre pas. Vous pensez que c'est la conduite d'essence ?» Elijah jeta un rapide coup d'œil et hocha la tête. « Probablement. Vidangez le réservoir. Vidangez-le. Nettoyez la conduite. » Marcus se mit au travail, et Elijah l'observa un instant. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette attitude. La façon dont un jeune homme obéissait aux ordres, non par devoir, mais par respect. L'atelier de réparation, autrefois menacé de démolition, bénéficiait désormais d'un statut protégé. Déclaré site commercial historique, son héritage était devenu partie intégrante de l'identité de Langmore. Et avec Marcus à ses côtés, Elijah savait que le lieu leur survivrait à tous deux. À l'intérieur de la mairie, un nouveau conseil de surveillance du système judiciaire de Langmore avait prêté serment. Ses membres comprenaient des enseignants, des propriétaires de petites entreprises et un mécanicien à la retraite. Ils examinaient chaque procédure judiciaire à venir.
Il ne pouvait plus effacer le passé, mais il pouvait préserver l'avenir. Les salles d'audience, autrefois silencieuses, étaient désormais éclairées, bruyantes et animées de discussions. Les dossiers étaient numérisés. Les plaintes autrefois ignorées étaient suivies. La chambre du juge, qui appartenait autrefois à Royce, était désormais vide, rappel silencieux d'un pouvoir sans limite. Royce lui-même était toujours en détention fédérale. L'homme qui dirigeait autrefois la ville attendait désormais son procès derrière des portes en acier, faisant face à des accusations allant au-delà de la fusillade. Fraude, détournement de fonds, complot. Son nom était rarement prononcé, sauf dans les registres d'audience et les rapports gouvernementaux. Même ceux qui l'avaient autrefois soutenu évitaient son souvenir comme une tache qui ne s'effacerait pas. 2 semaines avant le 73e anniversaire d'Elijah, une décision fut rendue par le tribunal civil de Briarfield. Tous les entrepreneurs déplacés ou ciblés par l'échec du projet d'autoroute devaient recevoir une indemnisation. Les fonds proviendraient directement des actifs liquidés liés à la société écran que Royce utilisait pour canaliser l'argent, Silver March Holdings. L'ironie n'échappa pas à Elijah. Il reçut une lettre l'informant de la décision. Il la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir. Pas de célébration, pas de champagne. Cet après-midi-là, alors que le soleil frappait juste sur le côté du garage, Elijah ouvrit l'arrière-boutique, fermée depuis près d'1 an. Elle sentait le métal et la sciure. Sa vieille boîte à outils rouge était là où il l'avait laissée, sous une affiche défraîchie d'une Chevelle de 1976. Il ouvrit le couvercle, essuya le dessus avec sa manche et sortit une clé à douille. Son poids dans sa main lui semblait plus rassurant que n'importe quel marteau de tribunal. Marcus se tenait derrière lui, curieux. « Tu vas vraiment réparer cette vieille tondeuse toi-même » Elijah se retourna, le regard calme, un léger sourire. « Autant, ça me permet de garder les mains propres. »« Tu es sûr de ne pas vouloir te reposer? Tu l'as bien mérité. » Elijah parcourut l'atelier du regard. L'odeur était toujours la même. Le bruit était toujours le même lorsque les outils s'entrechoquaient dans leur plateau et que le sol en béton résonnait sous les bottes. « Je ne me repose pas quand il y a encore quelque chose à réparer, » dit-il. Marcus pencha la tête. « Tu veux dire la machine? »« Non, » dit doucement Elijah en posant la clé à molette. « La ville. » Marcus observa son grand-père un instant, puis hocha la tête et reprit la tondeuse. Dehors, la rue vibrait d'une énergie différente. Des enfants jouaient près de la fresque. 2 employés municipaux plantaient des fleurs sous les marches du palais de justice. La vie avançait, ni vite, ni bruyamment, mais en avant. Elijah jeta un dernier regard à la fresque murale du palais de justice. Son image, figée dans la peinture, face à un vent qu'il avait déjà affronté. Il ne se sentait pas comme un symbole, juste comme un homme qui avait enfin cessé de se taire. Il se retourna vers l'établi, les mains fermes. Parce que cette ville a encore besoin d'être réparée.